Bonjour, bienvenue au musée du cuir et du parchemin de Levroux, où nous vous ferons découvrir tous les secrets du parchemin et du cuir que nous fabriquons ici depuis des siècles. Donc je vous présente Michel et Solange, qui sont deux de nos bénévoles et qui assurent les visites guidées au musée. Vous êtes ici depuis quand? Au musée depuis que je suis à la retraite. Ça va faire plus d'1 an maintenant. Ça fait 2 ans que je suis au musée bénévole, mais je connais le musée du bénévole depuis 1986. Ici, nous vous présentons ce que nous fabriquons à partir des peaux d'agneau à Levroux depuis des siècles. Donc alors d'abord nous partons des peaux lainées qui nous arrivent sèches et salées et qu'il va falloir délainer. Il va falloir les écharner et les délainer. Et puis, à partir de là, on peut faire 3 produits différents. Le parchemin, qui est une peau qui est desséchée et puis qui va être... c'est un petit peu comme momifié. Ensuite, on a la basane, qui est une peau en tannage végétal. Et enfin, on a le stin, qui est une peau en tannage minéral. Et la spécialité de Levroux, aujourd'hui, c'est le stin, donc un tannage minéral, très coloré, très fin. On produit, donc on appelle ça de l'aniline, et c'est un produit de luxe, puisqu'il est diffusé aujourd'hui partout dans le monde. Quand vous venez visiter le musée, on vous explique la découverte du parchemin au IVe siècle avant Jésus-Christ. Comment on est passé de la peau de mouton à cette peau parcheminée qui va devenir support d'écriture. Un support d'écriture qui est resté chez nous jusque dans les années 70. Jusque dans les années 1970, parce qu'on peut dessiner, écrire sur le parchemin, mais on peut aussi l'imprimer. Et comme le parchemin est imperméable et imputrescible, eh bien on l'a utilisé comme étiquette pour tout ce qui était mal de voyage dans la navigation, les transports aériens, etc. jusque dans les années 60-70, ce qui a fait la fortune de nombreux Levrouxins qui ont beaucoup travaillé à faire du parchemin et à l'imprimer. Le parchemin, il a aussi une utilité ancienne qui est de boucher toutes les fioles, on peut faire aussi la fermeture des bocaux en parchemin. Puisque c'est imperméable et imputrescible, à partir du moment où on va mouiller le parchemin, le mettre en forme, l'attacher avec une ficelle, on remplit nos bocaux à chaud, et quand ça refroidit, ça fait la même chose que des bocaux traditionnels aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de revenir à Levroux. On reproduit du parchemin pour pouvoir sceller les bocaux. L'atelier parcheminier de Jean-Charles Bavouzet en fournit régulièrement à tous ceux qui le demandent. Et vous voyez que nos pharmaciens, Paul Gratier, ancien pharmacien à Levroux, fermait tous ces pots de pommade, de sirop, etc. pour pouvoir conserver ces produits avec le parchemin. Bien évidemment, le parchemin, ce sont aussi les instruments de musique. Les pots de tambour, les pots de banjoline, que les artisans locaux fabriquent encore, notamment pour les luthiers d'Issoudun et le festival de la guitare. Vous pouvez voir aussi que au musée, nous avons des maquettes, de très belles maquettes qui ont été faites par un ancien ouvrier d'Inandier de Levroux, qui nous permettent d'expliquer au public chaque étape de la peau. Tout d'abord le travail en rivière, qui est illustré ici par cette superbe photo. On prenait des vieux tonneaux de vin qui étaient encore imperméables, et puis on plongeait ce tonneau dans l'eau pour que les ouvriers puissent travailler en rivière, donc mouiller les peaux, ensuite les rincer
puisque chaque étape de travail de la peau se fait en partie dans l'eau, puisqu'à chaque traitement, il faut rincer, laver, ressécher, puis faire le nouveau traitement, la couleur, etc. Voilà. Après le parchemin, pendant des siècles, on a eu le tannage végétal. Le tannage végétal, à l'automne, quand on va prélever les jeunes arbres pour faire du ménage dans la forêt et laisser les plus grands arbres monter, quand on taille les jeunes arbres, on va aller prélever l'écorce. Cette écorce, ça donne ça. On va le porter au moulin, le moulin à temps, et toujours avec l'eau de la rivière. On va faire tourner la roue et on va écraser le temps. Et une fois que le temps est réduit en poudre, on obtient ça et on va le plonger dans l'eau pendant plusieurs jours avec les peaux. Et c'est le temps qu'il y a dans l'écorce qui va venir imprégner la peau et qui va lui donner non seulement sa couleur et sa résistance. Donc ça, c'est le tannage végétal qu'on appelait basane. Et en fonction des différents types de couleurs de la basane, ça a donné tous les adjectifs autour de basané et donc toutes les couleurs qui vont avec. À partir de là, vous voyez bien que ce type de peau, comme elle est déjà marron, elle est difficile à teindre. On peut l'atteindre, mais on va l'atteindre avec des couleurs assez fortes, avec des couleurs assez sombres. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, avec le développement de l'industrie chimique, quand on se rend compte qu'on peut tanner des peaux avec des sels de chrome ou des sels d'aluminium, et qu'on obtient ces peaux gris-blanc, eh bien, on va pouvoir développer... Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces peaux se tannent beaucoup plus vite, puisque les sels métalliques tannent les peaux beaucoup plus vite, ça divise le temps de tannage par 3 en moyenne, donc c'est plus rentable, et en plus, ça donne des peaux beaucoup plus claires. Si on a des peaux beaucoup plus claires, on a un éventail de couleurs qui est bien plus grand que ce qu'on avait avec la basane. Et puis, l'avantage du Stein, c'est que si vous regardez bien, c'est une peau qu'on peut affiner en dessous du millimètre d'épaisseur et c'est quasiment de la soie. C'est très très doux, c'est très très fin. On peut en faire des vêtements de luxe. C'est ce qui a fait la réputation de Levroux et notamment de notre superbe entreprise Baudin Joyeux, qui est installée à Levroux depuis 1860 et qui produit ce superbe agneau plongé qui est l'un des plus recherchés au monde. Voilà. Vous pourrez remarquer qu'on a ici des instruments anciens qui nous servaient à manipuler les peaux et ces instruments sont matés. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les pointes soient adoucies ou entourées de boules de métal. Le but, c'est que ces instruments ne puissent pas abîmer les peaux quand on les manipule, puisque la valeur de la peau se fait en fonction de la qualité de la peau sur toute la surface. Voilà. Quand on a un trou en plein milieu de la peau, la valeur de la peau s'effondre, donc il faut faire très attention à leur manipulation. C'est pour ça que les instruments étaient adoucis pour qu'on puisse manipuler les peaux sans les abîmer. Voilà. Vous pouvez voir aussi ici que on élevait un grand nombre de races de moutons en France, et que avec la disparition des élevages extensifs, avec l'introduction du fil de fer barbelé, puisque ça blessait les peaux des animaux, une blessure sur une peau, une cicatrice, ça donne une fragilité au moment du tannage et donc des peaux avec beaucoup moins de valeur. Donc petit à petit, avec le recul de l'élevage extensif en France, il a fallu aller chercher les peaux à l'étranger, dans l'Europe du Sud, en Afrique du Nord, et puis maintenant en Asie, en Océanie, voilà. Vous remarquerez que toutes nos races de moutons portent généralement le nom de la région où ils sont élevés. Ici, vous avez un berrichon de l'Indre, ici, vous avez un berrichon du Cher. Mais l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a toujours aidé les agriculteurs à développer de nouvelles races, de nouvelles espèces, a développé dans la deuxième moitié du XXe siècle des animaux
pour l'élevage, mais avec assez peu de poésie, puisque vous voyez qu'ils ont appelé leur espèce INRA 401, au lieu de lui donner un joli nom de nos contrées. Ben maintenant que Cyril a bien développé la technique, on va passer dans la deuxième salle où nous allons voir des pots et toutes les espèces que vous pouvez imaginer, de la plus grande quasiment à la plus petite, de la plus drôle qui fait sourire, de celle qui plaît le plus et qui me plaît le plus, vous allez voir ça. Je vais vous montrer deux pots qui apparemment sont dissemblables, mais qui sont en fait deux peaux de lapin. L'une a été travaillée génétiquement pour obtenir ce que l'on appelle de l'orilag, et l'autre est restée sous son bon vieux nom de lapin. Ceci pour nous expliquer le travail qui est fait quand on veut un pelage. Le pelage est constitué de deux types de poils, un poil long qui est le poil de jarre et un poil court qui est un isolant et qui est le poil de bourre et que l'on retrouve chez le bourrelier, la personne qui travaille pour faire des équipements sur les selles et autres. Une peau qui souvent fait curiosité, qui déplaît à certains, qui est jolie malgré tout et qui représente quand même un grand travail. Vous avez là une peau d'anaconda. Comment avez-vous reçu cette peau? Alors là, je ne saurais trop vous le dire. Je pense que ça a été un don qui a été... Mais c'est plus facile de trouver ça maintenant. Le travail du parchemin, M. Bailly vous en a parlé. Vous avez là un gong qui est fait par un ancien de Levroux et dont le fils a repris l'atelier. Il s'agit de M. Jean-Charles Bavouzet qui fait les parchemins que l'on a. Et ce gong, si vous voulez du son, vous écoutez. Il faut savoir que pour obtenir ça, il faut donc une grande peau. Et cette grande peau provient d'une bête qui est déjà d'un certain âge, donc assez épaisse. Et le son d'un instrument de musique fait avec du parchemin épais donnera un son grave, alors que si on prend une peau très fine, on aura un son aigu dans des instruments. Alors, quel âge vous pensez que l'animal avait? Oh ben c'est un animal qui est plus qu'adulte, ce que l'on appelle des bêtes de réforme. Ce sont des bêtes qui sont en fin de vie, qui doivent avoir une bonne plus de 10 ans hein, quand même, je pense. Pour les peaux, il est dit dans le film que l'on présente en entrée qu'elles se vendent au pied carré ou au mètre carré. Et pour les mesurer, il y a un appareil qui s'appelle donc un planimètre et qui permet, avec cette tige, de suivre le contour de la peau et de lire directement la surface de la peau. Ce sont des appareils qui sont assez anciens, mais qui marchent très bien. Mais l'évolution des techniques a fait que maintenant, on prend un appareil électronique et on a des mesures qui sont de plus en plus précises. Différentes peaux, ça va de la peau d'un animal que l'on ne voit pas trop entre eux, hein, ou alors des peaux qui présentent des maladies comme la gale qui est transmise par le sarcopte, qui pond et dont les larves font des petits tunnels dans la peau en laissant toutes ces traces qui sont là. C'est une peau qui est utilisable, mais elle n'est pas jolie. Mais vous allez me dire qu'on peut la teindre, et une fois qu'elle est teinte, c'est une peau comme une autre, de moindre qualité, mais qui marche quand même. Les peaux, on peut les travailler, bien sûr. Le cuir, lui, n'est pas extensible. Par contre, si on travaille, on arrive à faire
un cuir qui est extensible. Ce cuir-là a été travaillé, on l'a gagné en épaisseur, puisqu'on arrive à avoir comme épaisseur 0,2 ou 0,3 mm, ce qui n'est pas beaucoup, 3 dixièmes de millimètre. À ce moment-là, la peau peut s'étendre dans les deux sens, mais elle est beaucoup plus fragile. Pour éviter cette fragilité, on l'a accolé à un tissu de coton mélangé avec des fibres synthétiques qui, elles, sont élastiques. Et on obtient au final une peau qui est extensible dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors pour la petite histoire, si on veut faire une veste ou un pantalon avec cette peau, il ne faut pas se tromper, parce que sinon, si vous arrivez à le faire dans le mauvais sens, mais vous n'arriverez pas à plier votre genou ou votre coude. Mais ça donne quelque chose de très souple et de très joli, et très fin, qui peut faire de très beaux costumes. En peau, vous avez, M. Bailly vous en a parlé, l'existence de trous sur une peau dévalue fortement la qualité de cette peau. Là, c'est des trous qui ont été faits par inadvertance, quand la peau a été travaillée au dépeçage aux abattoirs. C'est un coup de couteau qui est tombé et qui a fait des trous. Au mur, toute une série de peaux différentes, du veau, du buffle, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Et jusque y compris une peau comme celle-ci, qui présente des picots. Et ces picots, c'est une peau d'autruche. On en a une autre, si vous voulez que je vous la montre. Cette peau d'autruche, la voilà. Et ce que vous avez là, c'est l'implantation des plumes de l'autruche. C'est quelle épaisseur? La peau d'autruche, ça fait plus du millimètre, beaucoup plus. Ça fait des 2-3 millimètres, parce que vous voyez que si on la regarde vraiment... Et on utilise pour... Faire des sacs, faire des chaussures, c'est très, très souple, très dur et solide en même temps. C'est dans les peaux les plus solides qui soient. Ce que l'on peut vous montrer, c'est les différents outils qui étaient utilisés pour affiner le travail d'une peau, pour lui rendre un petit peu ce que l'on appelle le grain, c'est-à-dire son apparence première. On arrive avec cet appareil-là, qui porte le nom d'une fleur, bien que ça ne soit pas une fleur, et c'est lourd. Vous avez là des petites plaques de métal qui permettent à la personne d'assouplir le cuir et d'affiner un petit peu le grain donc de la peau. La même chose en plus petit, qui est beaucoup moins lourd que la marguerite, donc moins fatigant pour le travail. Et là, on travaille avec du liège qui est particulièrement léger et qui permet d'assouplir un petit peu aussi. Avec une peau qui n'est pas de première qualité, on peut faire quelque chose qui ressemble. On a vu la peau d'autruche, qui est une peau normale, et là, on a une peau qui se veut être de l'autruche, mais qui n'en est pas. On a des petits picots qui ressemblent à ce que l'on a vu sur la vraie peau d'autruche, mais qui sont obtenus à l'aide de plaques métalliques que l'on chauffe et que l'on applique sur le cuir et qui font ressortir ces petits picots et qui donnent l'impression. Alors la procédure dure longtemps? Ce qui dure le plus longtemps, c'est le tannage en végétal. Et le plus longtemps encore, je pense, c'est pour du travail de semelle que l'on aura dans la salle plus loin. Je vais passer le relais
à Solange qui va vous expliquer le travail du cuir pour obtenir des semelles parfaitement solides. Voilà, à toi. Pardon. Bonjour. Ici, vous avez la semelle de Gargantua quand il était tout petit, cousu à la main, fait main. Là, c'est une chaussure de la semaine, lundi au samedi. Et ici, vous avez celle de sortie du dimanche. Ici, vous avez d'autres petites chaussures de l'époque. Et ici, vous avez toutes les petites chaussures qui ont été reproduites de l'époque aussi. Ici, vous avez en cuir fait main une valise du médecin qui a été donnée à Levroux pour le musée. Ici, vous avez des reliures marocains, car c'est les Marocains qui ont inventé la reliure. Et si vous regardez sur le tableau ici, vous avez pour faire les outils de relieur. Coussin, feuille d'or, couteau d'or, vous avez tout ça. Ici, vous avez la sacoche du facteur d'époque. Et ici, vous avez le martinet des enfants quand ils étaient passage. Là, vous avez une valise en crocodile. Fait main d'époque coloniale. Vous avez des cuirs qui servent pour la semelle, les talons, les chaussures. Souple et dur. Et quelle sorte de peau? Tout simplement là. Vous voyez, vous avez plusieurs... Donc, le travail, on la mouille, on la taponne d'un côté, on la remouille et on tapote de l'autre sens. Ici, vous avez une valise dans les années de 1900 en parchemin, fait main. C'était très très cher à l'époque. C'était que les royautés qui justement cachaient ça. Ici, vous avez une selle en cuir, mais une selle de portage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'asseoir dessus. On mettait soit les chevaux ou les ânes, les sacs comme ça, et ça portait. Ça enlevait du travail aux hommes. Ici, vous avez un soufflet. Le soufflet, il est de 1800. Mais c'est le cuir qu'on a intéressé. Vous voyez, c'est tout le cuir. Ici, vous avez des pinces à bourlier. C'est-à-dire, on prend... Excusez-moi, je vous montre ça. On prend la pince, on s'assit, on prend la pince, on met le cuir ici, on serre et on coud. Voilà. C'était très dur. Oui, c'était très dur. Et vous en avez une autre qui est ici, plus simple. Donc on s'asseyait aussi, mais on avait inventé ce système-là. Vous voyez ? Système pour mettre le cuir, donc c'était déjà beaucoup moins pénible. Pour coudre, toujours la même façon, avec deux aiguilles. On est assis comme ceci. On coince dans les genoux et on coud comme ceci. Deux aiguilles. Le cuir se coud avec deux aiguilles. Quand on avait fini, on l'enlevait et on passait une pièce à côté. Tout simplement.
vous avez une machine du 19e siècle servant aux bandes pour les ceintures. Alors si vous regardez derrière, vous voyez, alors on peut faire des lanières, on peut faire des ceintures, on peut faire n'importe quoi avec. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs rouleaux. Ici, vous avez une machine à coudre 3 en 1. 19e siècle. C'est-à-dire, elle fait 3 choses en même temps. On met de l'huile de pois ici. Le fil, on le met dedans. On le met sur la bobine, que vous voyez ici. De la bobine, on la passe ici pour coudre. Mais avant de coudre, vous voyez, c'était un réchaud. On chauffait le fil, tout simplement. Vous voyez, un très dur, un léger. Ici, vous avez une machine du 19e siècle de cordonnier, sabotier. C'est-à-dire, on enfilait la botte ici, et au lieu d'assortir pour piquer, eh bien, on tournait simplement le pied de biche, ici. Vous voyez? Là, vous avez des outils de cordonnier. Ici, vous avez un cadre pour les matelas, matelassés. C'est-à-dire, la personne était assise devant et elle faisait ça pour ma laine, pour faire les matelas. Ici, vous avez une machine à coudre 19e siècle. Mais c'est une machine à coudre à basane. Elle coud la basane, les chaussons, qui est utilisée maintenant pour éviter d'avoir froid aux pieds. Là, vous avez des vestes de pompiers de 1930. Il faut savoir que le cuir ne brûle pas et ne se prend pas l'eau. Ici, vous avez un étau, 19e siècle. Et ici, vous avez une guêtre en cuir cousue à la main. Et si vous regardez les photos sur le mur, les habits de sellier, vous avez l'habit de cordonnier. Et ici, vous avez l'habit du tanneur qui passait dans les fermes pour ramasser les peaux. Ici, vous avez un pantalon en cuir que Michel a fait un don à la musée. Oui, donc c'est un pantalon en peau qui vient probablement d'Autriche ou d'Allemagne, je ne sais pas exactement. Et on retrouve ces tenues pantalons comme ceci au fait de la bière à Munich. Mais c'est un pantalon que je n'ai jamais vu porté par mon père. Je ne l'ai pas porté, mon fils ne le portera pas, et mes petits-enfants non plus, je crois. Donc, il est aussi bien au musée que dans un placard, à ne rien faire, et peut-être s'abîmer. Mais encore que le cuir, ça ne s'abîme pas comme cela. Ça, c'est résistant et c'est très solide. Alors, c'est une donation? J'en ai fait don au musée du cuir, puisque, je vous dis, il est aussi bien là que dans une armoire. Avez-vous des donations ici? Oui. Alors, on a le sac à basane, le sac à dos, que Cyril veut bien parler. S'il te plaît. Oui, on a la chance d'avoir des gens qui, prenant de l'âge, ne veulent pas que de beaux objets en cuir qui appartiennent à leur famille disparaissent.
quand les héritiers ne sont pas intéressés par ces objets, eh bien, plutôt que d'avoir de plus en plus d'objets qui partent à la déchetterie, ce qui est quand même très dommage quand vous voyez la qualité de ce que nous pouvons présenter ici, eh bien, les gens viennent nous les offrir. Ici, vous avez un sac en cuir qui est en basane, qui est neuf, parce que c'est une jeune artisan qui a été formée au lycée d'Alembert d'Issoudun, donc une des élèves que j'ai pu avoir au fil de ces 25 dernières années, qui est venue en faire don au musée. Donc ici, un pantalon que Michel nous a offert. Ici, cette valise en crocodile. C'est une valise qui a appartenu à un Levrousin qui a été agent de l'État dans les colonies françaises d'Afrique. Il a sans doute tué un crocodile sur place. Il s'est fait faire cette valise par des artisans africains. Il a commandé les ferrures à Paris et il est revenu avec sa valise. Sauf que c'est une valise en crocodile. Le crocodile est un animal dont nous n'avons plus le droit de commercialiser la peau aujourd'hui. C'est la Convention de Washington de 1975 qui le protège. Donc les héritiers ne pouvaient pas vendre ou donner cette valise sans avoir un certificat de la part des autorités douanières. Et comme eh bien, ils ne savaient pas quoi en faire, ils se sont rapprochés du musée pour nous l'offrir. Ici, vous avez aussi, par exemple, de charmantes bottines de petites filles qui datent des années 20, qui ont été trouvées dans un hangar par un brocanteur local. Et plutôt que de les laisser perdre, parce qu'elles étaient abîmées, là vous les voyez en bel état parce qu'il y a eu une bonne dizaine d'heures de restauration dessus et d'entretien, et bien ce brocanteur, Stéphane Kokanski, est venu nous les offrir pour éviter que ce genre d'objets qui font partie de notre patrimoine et qui sont, si vous voulez bien le regarder, encore en très bon état, des semelles à l'ancienne, faites de différentes épaisseurs de peau de bœuf, qui ont été très joliment cloutées. Ce sont véritablement de petites œuvres d'art. Eh bien, plutôt que de laisser ces objets abîmés et disparaître, eh bien, de plus en plus de gens viennent nous les offrir. Ça enrichit beaucoup les collections du musée et puis nous espérons à l'avenir, parce que nous avons un dépôt entier d'objets que nous ne pouvons pas montrer tellement on a reçu de donations ces derniers temps, notamment le président du syndicat de la cordonnerie, Dominique Soulard, nous a fait don complet de sa collection, ce qui représente une pièce entière de caisses et de cartons d'objets liés à la cordonnerie, au cuir, etc. Nous n'avons pas la place d'exposer tout ça et nous espérons à l'avenir que nous pourrons nous agrandir grâce à l'aide des autorités locales et des entrepreneurs locaux. Monsieur Bailly, vous êtes professeur d'histoire. Oui. Ça vous a aidé dans cette capacité ? Alors, pour être tout à fait franc, j'ai un petit peu triché. Je suis professeur d'histoire-géographie et de français au lycée de la maroquinerie d'Issoudun et j'habite Levroux. Comme le lycée est partenaire de la fête du cuir organisée par le musée depuis plus de 20 ans, eh bien mes camarades m'ont dit « Ah, tu habites Levroux, c'est toi qui vas maintenant nous représenter pour la fête du cuir. » Donc petit à petit, je suis venu au musée pour aider à organiser la fête du cuir. Puis l'ancien président Laurent Michel Pinault m'a gentiment amené à m'intéresser à l'histoire du musée, à l'histoire des objets, à devenir guide bénévole. Et puis, au bout de 20 ans, quand il a voulu quitter la présidence du musée, il est venu me chercher pour que je prenne sa place. Donc, le cuir, pour moi, c'est une histoire personnelle, puisque ça fait partie de mon métier, au musée, enfin pas au musée, mais au lycée de la maroquinerie d'Issoudun, au lycée Balzac et d'Alembert. Ça fait partie de ma vie personnelle puisque j'habite dans une ville du cuir. Ça fait partie d'une passion que nous partageons avec Michel, Solange et bien d'autres, puisque chacun récupère des documents, trouve des informations et nous les compilons pour
augmenter tous les ans le petit livret sur l'histoire du cuir à Levroux que nous vendons aux visiteurs dans notre musée. Et puis ça nous permet de multiplier les anecdotes, de multiplier les connaissances, de récupérer le nom des anciens qui travaillaient le cuir, de garder cette mémoire vivante. Et nous avons la chance, alors là vous ne les voyez pas aujourd'hui parce qu'ils sont à l'école, d'avoir récupéré des jeunes bénévoles qui ont entre 15 et 19 ans, qui ne sont pas encore guides, qui ne sont pas encore des passionnés, mais qui aiment à venir nous aider dans nos travaux de restauration et dans tout le travail pour organiser la fête du cuir. Ici, j'ai fait don au musée un sac d'école de mes arrière-grands-parents. Donc moi, j'en avais ras-le-bol de le voir, de le bouger dans les armoires, donc j'en ai fait don au musée. Alors vous êtes de Levroux? Oui, je suis de Levroux même. Voilà. C'est comment travailler dans un musée de cuir? Oui, je suis connue, la première fois que je suis venue, c'est par une amie, Annie Dupé-Laurent, qui fait les produits sur les parchemins et les dessins. Alors, je suis de Levroux. C'est là que j'ai connu le musée du cuir et du parchemin, grâce à Annie, qui faisait la parcheminerie, qui fait sur tous ces objets-là. Et elle est en train de m'apprendre justement la calligraphie et les dessins pour en faire. Alors vous avez travaillé sur elle aussi? Pas du tout, pas encore, non. Mais vous voulez? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle est en train de m'apprendre pour justement savoir. Puis c'est une connaissance, c'est une passion. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que ce petit morceau de visite vous a intéressé, peut-être même enchanté, et que vous aurez la curiosité de passer nous voir au musée du cuir et du parchemin de Levroux, 3 rue Gambetta. Par contre, juste un petit détail, comme nous ne sommes que des bénévoles, nous n'ouvrons pas tous les jours, mais nous ouvrons sur rendez-vous. N'hésitez pas à appeler l'office de tourisme ou le numéro de téléphone qu'il y a sur la plaque à l'entrée du musée. Je peux vous assurer que si vous nous appelez un tout petit peu à l'avance, à 99% des cas, nous avons un bénévole qui vient vous ouvrir très vite. Alors là, c'est ce que Cyril il a dit, le président. Je suis là, libre, j'ouvre assez souvent et régulièrement avec Michel. En tant que retraité, on a toujours quelque chose à faire, mais on trouve encore mieux à faire en venant aider au musée du cuir. Voilà.